Alors, nous allons passer maintenant à la définition des caractéristiques de l'architecture microservice. Alors, la première caractéristique de ces architectures, c'est d'abord le principe de division en services. C'est-à-dire qu'on va prendre notre application et on va essayer de nous inspirer du monde réel pour la diviser en un ensemble de composants qui sont reliés les uns aux autres. Donc, c'est en fait un niveau un peu plus haut que la division en objets, qui est vraiment la modularité la plus faible. Là, nous allons penser à diviser notre application en plusieurs composants et qui sont des unités logicielles indépendamment remplaçables et modifiables. Donc nous allons utiliser pour cela, bien sûr, les pratiques que nous avons l'habitude d'utiliser dans les applications monolithiques, notamment la notion de librairie. Donc c'est comment est-ce qu'on va réutiliser un ensemble de bibliothèques existantes pour pouvoir réaliser certaines fonctionnalités, mais également la notion de service qui représente en fait des composants out of process, c'est-à-dire indépendants dans des processus isolés et qui communiquent via des mécanismes distants tels que par exemple des web services ou des appels de procédure. Donc les avantages de l'utilisation des services, c'est que d'abord ce sont des unités qui sont indépendamment déployables, c'est-à-dire que chacun des services peut être déployé indépendamment des autres et donc a une existence et un cycle de vie qui ne dépend pas des autres services de l'application, mais également l'utilisation d'interfaces qui est explicite, donc la communication entre l'ensemble des services se fait en respectant donc ce qui est décrit dans une interface qui est bien définie et qui est en général donc, qui permet en fait une séparation explicite du comportement du composant par rapport à l'interface qui est exposée. Donc l'un des problèmes de ces services, de l'utilisation de ces services, c'est que toute communication doit être faite suite à un appel distant, ce qui peut s'avérer plutôt coûteux par rapport bien sûr à un appel local de fonction ou d'objet. La deuxième caractéristique, qui est très intéressante à mon avis, c'est l'une des caractéristiques les plus intéressantes, c'est que la division de ces microservices, ce n'est pas une division technique uniquement, mais c'est surtout une division en respectant les capacités métiers. C'est-à-dire que initialement, donc, de façon classique dans les applications monolithiques, une application est en général divisée en trois parties, donc l'interface, la partie métier et les données dans les bases de données. Donc, ou alors, si on considère en fait par exemple la partie interface uniquement, c'est plutôt vue, contrôle et modèle, mais le problème ici, c'est que nous avons en général en fait des capacités métiers au niveau de l'entreprise, là je parle de l'équipe, hein, qui est en général en fait divisée comme ceci, c'est-à-dire qu'on va avoir des responsables de l'interface, donc des designers et des responsables front-end, nous aurons des responsables back-end qui s'occupent plutôt de la partie métier, et nous aurons les responsables de base de données qui s'occupent des données. Et donc là, ces équipes-là doivent communiquer tout le temps ensemble sur la même application, et donc cette division-là va faire quand même que ces trois parties peuvent être plutôt mal organisées, ou on peut avoir en fait des problèmes de communication au niveau de l'équipe parce qu'ils peuvent, si chacun développe de son côté, donc en fait l'intégration peut s'avérer par exemple difficile. Et donc la division que proposent les microservices, c'est plutôt une division logique de nos équipes, c'est-à-dire que la division se fait service par service, et au niveau de chaque service, on devrait retrouver des représentants de chacune de ces équipes-là. Donc dans chaque service, on va avoir une partie front, une partie back et une partie donnée. Donc les équipes vont être interfonctionnelles et on va retrouver tous les niveaux de compétences au niveau de chaque service. Et donc ça peut être intéressant parce que les équipes vont être plus petites, et puis on va avoir une communication qui est plutôt constante et une appropriation du service par l'ensemble des membres de l'équipe. Troisième caractéristique des architectures microservices, c'est l'approche produit plutôt que l'approche projet. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'habitude dans les applications classiques, ce qu'on fait, c'est que les équipes sont divisées par projet. C'est-à-dire qu'on va, au niveau de l'entreprise, on va demander à une équipe particulière de s'occuper d'un projet particulier avec un client particulier. Et donc l'équipe sera soudée, va travailler ensemble tout au long du projet, mais le jour où le projet va être livré
livrer au client, même si le client s'attend à ce qu'il y ait en fait une prise en charge de l'entreprise pour l'après-livraison, en fait, l'équipe va en général être divisée sur d'autres projets. Donc, elle ne va plus vraiment travailler sur ce projet-là, sauf de façon conditionnelle, donc au cas où il y a un retour de la part du client. Et donc là, on aura beaucoup de problèmes pour tout ce qui est maintenance de notre application, car l'équipe est en général dissoute. Donc, dans la vision microservices, on va plutôt diviser les équipes par produit. Donc, chaque équipe va essayer de s'approprier un produit particulier tout au long de son cycle de vie. Et donc, si on applique le principe de you build it, you run it, and ça ne s'arrête pas là, hein, you build it, you run it, you test it, and you maintain it. Donc, en fait, tu t'occupes du produit du début à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que si c'est toi qui vas t'occuper de la maintenance du produit, c'est ton produit, c'est ton bébé, et donc tu vas tout faire pour faire en sorte de le créer de façon plutôt correcte pour éviter qu'il y ait beaucoup de bugs. Donc, ce qui se passait d'habitude dans les équipes, c'est qu'on va se décharger de la responsabilité parce qu'il va y avoir une équipe de maintenance qui s'occupe du produit et peut-être que plus tard c'est pas moi qui est responsable. Donc là non, c'est la petite équipe qui est responsable de son produit et donc elle est obligée de faire en sorte que le produit soit parfaitement bien réalisé du début à la fin. Donc cette approche peut être prise pour les applications monolithiques bien entendu, mais en termes de granularité, là les applications monolithiques ont des granularités plus fines. Donc une application peut comporter beaucoup de services différents et donc plus on divise en fait les services, plus cette approche par produit peut être intéressante et plus efficace. Alors, la caractéristique suivante, c'est l'idée d'utiliser des extrémités intelligentes et des canaux stupides. Donc, dans les systèmes à microservices, on va plutôt favoriser l'utilisation d'appels et de communication sur des canaux où il n'y a pas vraiment d'intelligence, où il n'y a pas beaucoup de traitements qui sont faits ou beaucoup de contrôles qui sont faits. Donc on va plutôt favoriser tout ce qui est requête HTTP légère et directe, plutôt que l'utilisation par exemple de middleware qui sont très lourds, comme par exemple les ESP, où il y a plusieurs opérations sophistiquées pour le routage, la chorégraphie, etc. Donc là on va plutôt favoriser les appels directs d'un microservice à un autre via des canaux très simples. Donc l'idée ici, c'est que c'est au niveau des extrémités des services que va se faire va se trouver toute l'intelligence. C'est là où on va faire tous les tests, c'est là où on va faire toutes les calculs nécessaires, les transformations nécessaires pour que les communications se fassent de façon idéale. Donc les protocoles qu'on utilisera plutôt ici, c'est soit des appels REST classiques directs, soit l'utilisation, si on veut, des middleware coûte que coûte, on pourrait utiliser des middleware plutôt légers qui sont les MOM, c'est-à-dire les Message Oriented Middleware, où il s'agit d'un simple routage sans beaucoup de réflexion. Donc on peut utiliser par exemple les MOM tels que RabbitMQ, ZeroMQ, etc. Alors, le point suivant, c'est la gouvernance décentralisée. Alors, qu'est-ce que la gouvernance décentralisée? C'est le fait d'avoir, en fait, de diviser l'application en un ensemble de parties et chacune de parties peut être gouvernée de façon différente. Donc quand on parle de gouvernance, on parle d'abord de responsabilité telle que citée précédemment dans la partie où on parle de la division des équipes, mais également pour tout ce qui est choix technologique, choix de plateforme. Donc c'est intéressant que le choix de la plateforme ne soit pas fait de façon uniforme pour toute l'application, car chaque partie de l'application peut avoir des besoins différents et des caractéristiques différentes. Et donc, c'est intéressant de pouvoir utiliser la notion de polyglotte programming, polyglot persistence. Donc polyglot programming, c'est la possibilité d'utiliser plusieurs langages de programmation dans la même application, et polyglot persistence, c'est la possibilité d'utiliser plusieurs systèmes de stockage dans la même application. Donc plus on divise l'application en plusieurs processus indépendants, plus on a la possibilité d'utiliser en fait plusieurs langages et plusieurs systèmes de stockage selon le besoin, bien entendu. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque équipe qui va se charger d'un produit peut choisir la technologie
qui lui convient. Donc soit selon son expertise, mais surtout selon les besoins de la fonctionnalité qui est produite par le microservice dont elle se charge. Il y a aussi en fait l'idée d'abandonner les contrats de service qui sont très lourds, qu'on a l'habitude de faire quand on a une communication entre plusieurs services. Là, ce ne sont plus vraiment des contrats, des SLA qui sont très, très lourds, mais on va plutôt partir sur des concepts plus légers, comme notamment la notion de tolerant reader, qui peut être très intéressante dans le sens où le consommateur d'un service peut utiliser uniquement les données dont il a besoin. Il n'est pas obligé d'aller chercher toutes les données qu'un autre service va fournir. Donc là, il y a le problème, le dilemme du YAGNI, qui veut dire you ain't gonna need it, c'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de quelque chose, tu n'es pas obligé de la gérer, tu n'es pas obligé de la lire. Et donc là, on pourrait avoir des communications qui sont beaucoup plus légères au lieu d'avoir des communications très lourdes pour pouvoir, et puis de choisir les choses dont on a besoin plus tard. Il y a également en fait la caractéristique intéressante dans les microservices, c'est justement la gestion des données qui peut être décentralisée. C'est-à-dire que il est intéressant d'avoir un modèle de données qui est différent selon le microservice qui s'en charge. Donc pour le stockage des données, on va diviser en fait les données sur plusieurs bases de données. Pas forcément chaque microservice avec sa propre base de données, hein. Ça c'est vraiment une architecture qui est extrême, mais dans certains cas, on pourrait avoir plusieurs bases de données différentes qui peuvent, donc une base peut être partagée entre plusieurs microservices, où en fait les données les plus liées les unes aux autres se trouvent ensemble dans la même base de données, en laissant en fait les autres dans une base de données différente. Donc là, ça permet de diviser la responsabilité des services, donc on n'est pas obligé de tout mettre dans la même base qui va, elle, être soumise à toutes les communications et à tous les appels. Là, on va décharger un petit peu les bases selon le besoin, et puis on pourrait, grâce à cette division, avoir des bases de données qui sont déployées et qui utilisent des technologies différentes. Donc le problème ici auquel il faut faire très attention, c'est qu'il y a beaucoup de données qui peuvent être partagées entre les bases. Donc on peut avoir bien sûr des données dont on va avoir besoin qui se trouvent sur plusieurs bases. Donc là, le plus important à faire, c'est d'assurer une synchronisation entre les bases grâce à un système qui puisse assurer une bonne consistance. Mais là, on devrait se décharger un petit peu de la notion de consistance très stricte qui se trouve dans les bases de données centralisées et classiques. Là, on va plutôt s'orienter vers la notion de consistance éventuelle qui consiste à dire que je ne suis pas obligé pour pouvoir autoriser une transaction, pour pouvoir terminer une transaction, que toutes les données identiques vont être mises à jour dans toutes les bases qui contiennent cette donnée-là. Donc l'idée ici, c'est qu'on puisse permettre quand même de lâcher un petit peu ce principe de consistance pour dire qu'éventuellement, au bout d'un certain temps, ces données vont être mises à jour. Donc il ne faut pas en fait que le client soit bloqué. On pourrait autoriser que la transaction ait lieu, mais en faisant attention à ce que la synchronisation ait lieu le plus vite possible, sans pour autant empêcher tout le monde de travailler. Donc bien sûr, ça c'est un principe qui est très utilisé quand on parle de systèmes répartis, de systèmes distribués, notamment en ce qui concerne les bases de données. Il est important aussi, quand on parle de microservices, de parler d'automatisation et notamment de la notion de DevOps. Donc le DevOps et les microservices sont deux notions qui sont très fortement liées car quand on parle de microservices, on parle de services et on parle beaucoup de cloud également qui consiste à la réutilisation de services existants qui ne sont pas à votre disposition, dont vous n'avez pas le contrôle mais qui se trouvent sur le cloud. Et donc le fait d'avoir plusieurs services qui sont déployés sur des serveurs différents implique le fait qu'on ait besoin d'un processus automatique qui puisse simplifier déjà le développement, simplifier l'intégration de l'ensemble des services
qu'on a besoin de développer pour la même application et simplifier beaucoup la livraison. Donc les notions de continuous quelque chose. Donc on a le continuous delivery, continuous integration, continuous testing, continuous deployment, etc. Et c'est là la base principale de DevOps. Donc DevOps, c'est pour dire développement et opération. Donc c'est l'idée que l'équipe de développement et l'équipe des opérations, en fait les opérations c'est l'équipe qui se charge du déploiement de l'application sur les serveurs et de la gestion des systèmes de la base de production et des systèmes de production. Donc le fait que ces deux équipes-là puissent travailler côte à côte depuis le début du projet, c'est vraiment la base de la notion de DevOps. Donc il ne faut pas qu'ils soient séparés. Donc en général, l'équipe de développement va travailler de façon agile ou autre jusqu'à ce qu'elle produise quelque chose et après, elle va jeter ce qu'elle a produit vers l'équipe des opérations en disant voilà, j'ai fait mon boulot, c'est à toi. Et là, en général, on va avoir énormément de problèmes au niveau de la mise en production de ce qu'on a développé. Donc l'idée de DevOps, c'est que ce travail-là, donc la communication et la collaboration doit être faite depuis le début du projet. Donc l'équipe des opérations doit intervenir depuis le début du projet et l'équipe du développement peut intervenir jusqu'à la fin du déploiement de notre système. Et donc, quand on dit microservices, on parle automatisation de l'infrastructure. On a besoin de plein d'outils pour automatiser justement l'intégration, les tests et la livraison. L'un des principes qui sont également propres aux architectures microservices, mais pas que, c'est le principe de design for failure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la création, à la conception de l'application, on doit avant tout penser à la tolérance aux fautes. Donc on va concevoir notre application pour que si elle tombe en panne, elle puisse réagir. Donc on doit penser aux différentes pannes qui peuvent intervenir, notamment à la panne, par exemple la panne d'une machine particulière, à la panne réseau, à la panne disque, à la panne données, etc. Donc n'importe quel type de panne qui puisse intervenir doit être pris en considération à la conception de l'application. Donc on doit penser par exemple que si un service est inaccessible, le client de l'application, bien sûr, doit répondre le plus gracieusement possible. Donc, on va essayer d'éviter, par exemple, qu'il soit bloqué jusqu'à ce que le service soit accessible. On peut laisser, par exemple, l'interface disponible. L'utilisateur peut faire certaines opérations jusqu'à ce que le service reprenne reprenne son travail. Mais la prise en considération de cela va bien sûr ajouter une certaine complexité par rapport à une application monolithique parce que ça doit être considéré par rapport à chacun des services indépendamment de l'autre. Les équipes doivent également réfléchir à l'impact de l'échec de chaque service sur l'utilisateur. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que comme chaque service est indépendant des autres, son échec va être indépendant aussi de l'échec des autres. Cela dit, il y a certains services qui sont plus critiques que d'autres et donc ils doivent être considérés de façon plutôt spéciale et donc on devrait trouver un mécanisme qui puisse garantir que ce service-là ne tombe pratiquement jamais en panne ou alors qu'il soit très tolérant aux fautes et que le système puisse réagir de façon rapide à l'échec de ce service-là. Donc il faudrait que les failles soient détectées rapidement, donc un système de monitoring est très souhaité dans notre application. Et puis, il faudrait penser à la restauration automatique du service si possible. Donc, si le système peut détecter qu'un service est tombé en panne, le système pourra faire en sorte que ces services reprennent de sa fonction en, par exemple, créant une autre instance du même service à la volée. Donc là, on vous demanderait dans les applications microservices de faire attention particulièrement au monitoring en temps réel de notre application. Enfin, donc la dernière caractéristique dont nous allons parler, c'est la conception évolutive. Donc, l'idée ici, c'est qu'il est important de contrôler les changements de l'application sans pour autant ralentir le temps de développement de notre application. Donc, il est important que l'évolution de l'application soit fluide. Donc, comme on a dit, les différents composants doivent être indépendamment remplaçables et mis à jour les uns des autres. Donc, la modification d'un composant ne doit pas affecter ses collaborateurs de façon très significative. Donc, on va, à la division des composants, en fait, essayer de faire en sorte qu'ils soient
plus cohésif. Donc cohésif, c'est-à-dire qu'au niveau d'un composant, tout ce qui se trouve dans ce composant est très lié les uns aux autres. Par contre, on devrait penser à ce qu'il soit le moins couplé possible par rapport aux autres composants, c'est-à-dire qu'il y ait le moins de relations et de dépendance entre un composant et un autre. Et pour cela, il va y avoir en fait plusieurs patrons de conception, on appelle les design patterns, qui vont vous aider un petit peu à utiliser ou à choisir la meilleure formule pour pouvoir modulariser votre application. Notamment, par exemple, il y a ce qu'on appelle le patron du changement, c'est-à-dire qu'il est très intéressant de penser à regrouper dans le même microservice tous les éléments qui changent en même temps. Donc, c'est les éléments qui changent en même temps, c'est bien qu'ils soient au niveau du même microservice parce que si on change l'un, forcément ou très probablement l'autre va changer. Et donc, s'ils sont tous au niveau du même microservice, le déploiement et le changement va se faire au niveau d'un seul microservice. Donc, il y a beaucoup moins d'impact sur l'ensemble des éléments de votre application. Donc, ça, c'est l'un des patrons que vous pouvez utiliser. Et il y en a beaucoup d'autres auxquels vous pouvez penser. C'est pour ça que c'est au début de la conception, c'est au tout début de votre application que vous devez réfléchir à la façon dont vous allez diviser vos microservices, et c'est là où va résider en fait l'intérêt principal de cette architecture, parce que sinon, s'ils sont mal divisés, en fait, tous les autres avantages vont être